Je suis Caroline, 34 ans, mère célibataire avec une carrière dans la finance, et un fils de 7 ans nommé Dylan. La semaine dernière, Dylan a eu besoin d'une opération d'urgence pour l'appendicite, et j'étais terrifié. J'ai appelé mes parents, ma sœur, tous les membres de la famille qui pouvaient venir nous soutenir pendant cette période effrayante. Personne ne s'est présenté, pas une seule personne. J'ai toujours été la personne responsable dans ma famille, celle vers qui tout le monde se tourne quand ils ont besoin d'argent. Mais 3 jours après avoir été seul dans cet hôpital, j'ai reçu un texto qui a tout changé. Avant de vous raconter comment ma famille m'a trahi puis a exigé 10 000 $, dites-moi d'où vous regardez et appuyez sur le bouton d'abonnement si les histoires de drames familiaux comme la mienne vous touchent. Pour comprendre comment les choses ont atteint ce point de rupture, je dois vous ramener là où tout a commencé. J'ai grandi dans un quartier de classe moyenne dans la banlieue de Chicago avec mes parents, Martha et Frank, et ma jeune sœur, Vanessa. Dès les premiers jours dont je me souvienne, il y a toujours eu une hiérarchie tacite dans notre foyer. Vanessa était l'enfant chéri, et j'étais la responsable. Nos photos d'enfance racontent l'histoire mieux que les mots ne pourraient le faire, Vanessa en costume de récital de danse avec nos parents rayonnants, Vanessa ouvrant des piles de cadeaux de Noël, Vanessa étant célébrée pour chaque petite réussite. Pendant ce temps, j'étais la fille pratique et fiable qui ne causait jamais de problème et a appris tôt à prendre soin d'elle-même. À 16 ans, je travaillais à l'épicerie locale après l'école et le week-end, non pas parce que nous avions besoin d'argent. Ma famille était confortablement de la classe moyenne, mais parce que mes parents ont clairement indiqué que mes désirs et mes besoins étaient de ma responsabilité. Quand les demandes d'admission à l'université sont arrivées, je me souviens d'être assise à la table de la cuisine avec ma lettre d'acceptation à Northwestern et mes parents échangeant des regards nerveux à propos des frais de scolarité. Nous n'avons tout simplement pas ce genre d'argent mis de côté pour toi, Caroline, a dit ma mère, en remuant son café. Nous avons toujours pensé que tu obtiendrais des bourses ou que tu irais quelque part de moins cher. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'ils économisaient pour Vanessa, qui avait 2 ans de moins que moi. J'ai contracté des prêts étudiants, travaillé 30 heures par semaine pendant mes études et obtenu un diplôme en commerce. Pendant ce temps, Vanessa a fréquenté 3 universités différentes en 6 ans, changeant de spécialisation à plusieurs reprises, mes parents couvrant chaque centime. Mon premier emploi a été celui de guichetière de banque. J'avais 22 ans, j'étais impatiente de construire ma carrière et de rembourser mes prêts étudiants. J'ai loué un minuscule studio et j'ai préparé des déjeuners tous les jours pour économiser de l'argent. Je me souviens avoir appelé mes parents pour leur annoncer ma première promotion en tant qu'associé en service bancaire personnel, mais la conversation a été écourtée parce qu'ils aidaient Vanessa à emménager dans un nouvel appartement après qu'elle ait de nouveau abandonné ses études universitaires. À 25 ans, j'ai rencontré Brian. Il était charmant, ambitieux et semblait apprécier mon côté pratique. Nous nous sommes mariés après 8 mois, lors d'une petite cérémonie que mes parents ont déplorée comme étant trop modeste. Nous avons toujours imaginé offrir à l'une de nos filles un mariage convenable, a soupiré ma mère, bien qu'il n'ait rien contribué au coup. Brian et moi avons tous les deux travaillé dur, et en 2 ans, j'étais enceinte de Dylan. C'est pendant ma grossesse que j'ai reçu ma plus grande promotion à ce jour, conseillère financière dans l'une des entreprises les plus prestigieuses de Chicago. Brian a semblé me soutenir au début, mais après la naissance de Dylan, les choses ont changé. Il travaillait de plus en plus tard, s'irritait des pleurs du bébé et a fini par admettre qu'il n'était pas prêt à être père. Au moment où Dylan a eu 2 ans, le divorce était finalisé. Brian paie sa pension alimentaire à temps, mais s'implique peu dans la vie de Dylan. Un week-end sur 2 s'est transformé en une fois par mois, puis en jour férié occasionnel. Je ne dis pas de mal de lui à Dylan, mais la réalité est que j'élève essentiellement notre fils seul. Dylan est le petit garçon le plus adorable, attentionné, curieux et remarquablement résilient malgré ses problèmes de santé. Il est né avec un léger souffle au cœur qui nécessite des examens réguliers, et il a toujours été sujet aux infections respiratoires. Les frais médicaux ont été considérables, mais j'ai bâti une bonne carrière et je peux subvenir à ses besoins. Ce que je ne peux pas lui donner, c'est une famille élargie qui se soucie vraiment de lui. Tout au long de ces années, un schéma inquiétant s'est formé avec mes parents et ma sœur. Ils appelaient rarement pour prendre de nos nouvelles ou nous rendre visite, sauf s'ils avaient besoin de quelque chose. Et de plus en plus, ce dont ils avaient besoin, c'était de l'argent. Tout d'abord, ce sont mes parents qui avaient besoin d'aide pour refinancer leur maison après avoir contracté une 2e hypothèque pour payer la tentative d'études supérieures de Vanessa, qu'elle a abandonnée après un semestre. Je les ai aidés à obtenir un meilleur taux et j'ai couvert les frais de clôture, 5 000 $.
J'économisais pour des vacances en famille avec Dylan. Ensuite, il y a eu la dette de carte de crédit de Vanessa, 12 000 $ qu'elle avait accumulée en achetant des vêtements et en faisant des voyages de fin de semaine avec des amis. Mes parents m'ont appelé en panique, disant que Vanessa pleurait tous les soirs, craignant les huissiers. J'ai créé un plan de paiement et j'ai couvert les 4 premiers mois de paiement pour la remettre sur les rails. Chaque fois, je recevais des remerciements profonds et des promesses que les choses seraient différentes. Chaque fois, des mois passaient sans contact jusqu'à ce que la prochaine crise émerge. Pendant ce temps, lorsque je mentionnais les réussites scolaires ou les problèmes de santé de Dylan, je recevais des réponses distraites où on changeait rapidement de sujet. Ta sœur traverse juste une période difficile en ce moment, disait ma mère chaque fois que j'exprimais de la frustration face à cette relation à sens unique. La famille est de la famille. Tu es juste meilleure avec l'argent, Caroline. Ça t'a toujours été facile. Rien dans ma stabilité financière n'a été facile. Je travaillais 60 heures par semaine tout en élevant un enfant seul. Je budgétais soigneusement chaque dollar. Je sacrifiais les vacances, les nouveaux vêtements et les soupers au restaurant pour assurer la sécurité de Dylan et de moi-même. Mais dans le récit de ma famille, j'étais simplement chanceuse ou naturellement douée avec l'argent, comme si mon succès était tombé du ciel au lieu d'être gagné grâce à des années de discipline et de travail acharné. C'était la dynamique familiale que j'avais acceptée à contre-cœur, la fille responsable qui serait toujours censée sauver tout le monde tout en recevant un soutien émotionnel minimal en retour. J'avais établi des limites au fil des ans, mais rien ne m'a préparé à ce qui s'est passé après l'opération de Dylan. Mercredi dernier a commencé comme n'importe quel jour d'école ordinaire. J'étais en train de préparer le déjeuner de Dylan, sandwich à la dinde sans croûte, tranche de pomme et un petit biscuit quand il est entré dans la cuisine en se tenant l'estomac. « Maman, j'ai vraiment mal au ventre », a-t-il dit, le visage pâle et pincé de douleur. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être une gastro-entérite. Il y en avait une qui circulait dans sa classe de 2e année. J'ai tâté son front, pas de fièvre, et je lui ai donné de l'eau. Mais en moins de 20 minutes, il était recroquevillé sur le canapé en pleurant et en disant que la douleur empirait, maintenant concentré sur son côté droit. Des signaux d'alarme ont retenti dans ma tête, douleur abdominale du côté droit, appendicite. Je n'ai pas hésité. J'ai appelé ma patronne pour lui dire que j'avais une urgence familiale, j'ai ramassé Dylan et je suis allé directement à l'urgence. L'infirmière du triage a jeté un coup d'œil à Dylan et nous a immédiatement fait entrer. En moins d'1 heure, un médecin a confirmé mes craintes, appendicite aiguë. Dylan avait besoin d'une opération d'urgence pour enlever son appendice avant qu'il ne se rompe. Nous devons opérer dans les 2 prochaines heures, a expliqué le chirurgien, le docteur Bennett. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit d'une intervention courante, mais il devra rester à l'hôpital pendant au moins 2 jours après l'opération pour surveiller toute infection. Alors qu'il se préparait à emmener Dylan pour des tests préopératoires, je suis sorti dans le couloir et j'ai appelé ma mère. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le téléphone. « Maman », ai-je dit quand elle a répondu, « Dylan a l'appendicite. Nous sommes à l'hôpital Mémorial. Il le prépare pour une opération d'urgence en ce moment. J'ai vraiment peur. Est-ce que toi et papa pouvaient venir ?» Il y a eu une pause. « Oh, chérie, aujourd'hui, j'ai mon rendez-vous de coiffure habituel à 11 h, et ton père allait nettoyer les gouttières. » J'ai fermé les yeux, essayant de stabiliser ma respiration. « Maman, ton petit-fils subit une opération d'urgence. Le rendez-vous chez le coiffeur peut attendre. »« Eh bien, laisse-moi parler à ton père et voir ce que nous pouvons faire, » a-t-elle dit, d'un ton contrarié. « À quelle heure est l'opération ? » Ils ont dit dans les 2 prochaines heures. « S'il te plaît, dépêchez-vous. Nous verrons ce que nous pouvons faire, Caroline. Ne sois pas si dramatique. Les appendicectomies sont courantes de nos jours. » J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement composé le numéro de Vanessa. C'est allé à la messagerie vocale. J'ai envoyé un texto expliquant la situation et lui demandant de venir à l'hôpital si elle le pouvait. Puis je suis retourné auprès de Dylan, forçant une expression calme que je ne ressentais pas. Les quelques heures suivantes ont été floues. Dylan a été emmené pour l'opération, et j'ai été dirigé vers une salle d'attente. Je me suis assise seul, regardant d'autres familles se soutenir mutuellement en groupe de 2, 3, 4 personnes, des maris réconfortant leurs femmes, des grands-parents distrayant leurs petits-enfants avec des jeux et des collations. Et là, j'étais, vérifiant mon téléphone toutes les 5 minutes, espérant une réponse de ma famille. Après 1 heure,
ma mère a envoyé un texto, fais-nous savoir quand il sera sorti de l'opération. Ton père a mal au dos aujourd'hui, donc conduire serait difficile. Rien de Vanessa. Une infirmière gentille nommée Janet m'a remarqué assise seule et m'a apporté une tasse de café. Est-ce que quelqu'un vient s'asseoir avec toi, ma belle, a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête, ne me faisant pas confiance pour parler sans pleurer. Eh bien, je vais te surveiller quand je le peux, a-t-elle promis, en me tapotant l'épaule. L'équipe chirurgicale pour les appendicectomies est excellente ici. Ton petit garçon est entre de bonnes mains. 2 heures plus tard, le docteur Bennett m'a trouvé dans la salle d'attente. L'opération s'est parfaitement déroulée, a-t-il dit avec un sourire rassurant. Nous l'avons attrapé avant qu'elle ne se rompe. Dylan est en salle de réveil maintenant, et tu peux le voir dans environ 20 minutes. Le soulagement était accablant. Je l'ai remercié abondamment, puis j'ai immédiatement envoyé un texto à mes parents et à Vanessa avec la bonne nouvelle. Ma mère a répondu avec un emoji de pouce levé. Mon père a envoyé « Excellente nouvelle ». Dis au petit gars que nous l'aimons. Vanessa a finalement répondu 1 heure plus tard, content que tout aille bien. Aucun d'eux n'a demandé si j'avais besoin de quelque chose ou s'ils pouvaient venir me rendre visite. Dylan était groggy quand je l'ai vu pour la première fois en salle de réveil. Son petit corps avait l'air si vulnérable dans le lit d'hôpital, connecté à une intraveineuse et à de l'équipement de surveillance. Quand ses yeux se sont ouverts et qu'il a dit faiblement « Maman », j'ai failli craquer. Je suis juste là, mon chéri, je l'ai assuré en lui tenant la main. Le médecin a réparé ton ventre. Tu as été si courageux. Il a regardé autour de la pièce. Est-ce que grand-maman est ici ou grand-papa? J'ai dégluti difficilement. Pas tout de suite, mon pote. Ils t'ont envoyé leur amour, par contre. Ils sont si fiers de ton courage. Vont-ils venir demain, a-t-il demandé avant de se rendormir. Peut-être, ai-je dit, bien que je connaissais déjà la réponse. Les 2 jours suivants ont été épuisants. J'ai dormi dans un fauteuil inclinable à côté du lit de Dylan, me réveillant chaque fois qu'il le faisait. J'ai travaillé à distance sur mon ordinateur portable pendant ses siestes, essayant de suivre mes dossiers clients les plus urgents. Le Wi-Fi de l'hôpital était irrégulier, et je devais sortir dans le couloir pour les appels des clients, m'inquiétant constamment d'être loin de Dylan, même pendant 15 minutes. J'ai envoyé des mises à jour régulières à ma famille avec des photos de la guérison de Dylan. Les réponses sont devenues plus brèves. Ma mère a demandé si je pourrais me joindre à eux pour le dîner du dimanche ce week-end. Vanessa a envoyé un mème sur les hôpitaux. Mon père n'a pas répondu du tout. Personne n'est venu. Aucune fleur n'est arrivée. Aucune offre d'apporter de la nourriture ou de s'asseoir avec Dylan pour que je puisse prendre une douche ou prendre l'air frais. Vendredi après-midi, lorsque Dylan a reçu son congé de l'hôpital, mon ressentiment s'était durci en quelque chose de froid et de solide dans ma poitrine. Alors que j'aidais mon fils à monter prudemment dans la voiture, en faisant attention à son site d'incision, je me suis fait la promesse silencieuse que quelque chose devrait changer. À la maison, j'ai installé Dylan sur le canapé avec son dinosaure en peluche préféré et un film de Disney. J'ai commandé une livraison de pizza pour le dîner, une gâterie spéciale, et je me suis assise à côté de lui caressant les cheveux pendant qu'il s'assoupissait de temps en temps, encore faible à cause de l'opération et des médicaments. Maman, a-t-il demandé pendant un moment de calme, est-ce que grand-maman et grand-papa sont fâchés contre moi? Non, mon chéri, ai-je dit, le cœur brisé. Pourquoi penserais-tu cela? Parce qu'ils ne sont pas venus me voir à l'hôpital. Les grands-parents de Mason lui ont apporté un ours en peluche quand il s'est cassé le bras. J'ai pris une profonde inspiration. Grand-maman et grand-papa t'aiment beaucoup. Ils ont juste été très occupés. Ce n'est pas du tout ta faute. Il a semblé accepter cela, mais j'ai vu la douleur dans ses yeux. À 7 ans, il apprenait déjà une leçon douloureuse sur les priorités de notre famille. Cette nuit-là, après que Dylan se soit endormi dans son lit, je me suis permis de pleurer pour la première fois depuis le début de cette épreuve. J'ai pleuré pour mon fils, qui méritait tellement plus de soutien qu'il n'en recevait. J'ai pleuré pour moi-même, donnant toujours et recevant rarement. Et sous la tristesse se cachait une colère mijotante qui allait bientôt exploser d'une manière à laquelle ma famille ne s'attendait pas. Le dimanche matin s'est levé lumineux et clair. Dylan se rétablissait bien à la maison, se déplaçait plus confortablement et demandait même des crêpes pour le petit déjeuner. Son retour d'appétit était un bon signe. Pendant que je mélangeais la pâte, mon téléphone a sonné avec un texto.
Il provenait de ma mère. Comment va Dylan? C'était la première fois qu'elle prenait contact depuis avant l'opération. J'ai répondu par texto, beaucoup mieux, merci. Mange bien aujourd'hui et se déplace plus facilement. J'ai posé le téléphone et versé la pâte sur la plaque chauffante. Avant même que la première crêpe n'ait commencé à faire des bulles, mon téléphone a sonné à nouveau. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai presque laissé tomber la spatule. Bon à entendre. Écoute, nous devons parler de quelque chose d'important. Vanessa est fiancée. Tyler a fait sa demande hier soir. Elle a besoin de 10 000 $ pour sa robe de mariée de rêve, Vera Wang. Occasion unique. La boutique la garde, mais a besoin d'un acompte d'ici demain. Peux-tu transférer l'argent aujourd'hui? La famille est de la famille. J'ai regardé le message, le lisant 3 fois pour m'assurer que j'avais bien compris. Mon fils venait de subir une opération d'urgence. Personne de ma famille n'était venu la visiter ou offrir un soutien significatif. Et maintenant, 3 jours plus tard, il voulait 10 000 $ pour une robe de mariée. J'ai retourné la crêpe, qui avait maintenant brûlé d'un côté, et j'ai essayé de me composer avant de répondre. Mon premier réflexe a été de renvoyer un message de colère, mais Dylan était assis au comptoir de la cuisine et me regardait avec des yeux curieux. « C'est grand-maman » a-t-il demandé avec espoir. « Oui, mon pote » ai-je dit. Le mensonge avait un goût amer. « Ta crêpe est presque prête. » J'ai décidé de ne pas répondre immédiatement. J'ai servi le petit déjeuner à Dylan, je me suis assuré qu'il prenne ses médicaments et je l'ai installé dans le salon avec des Legos. Puis je suis retourné à mon téléphone, qui avait accumulé 3 messages supplémentaires, de maman, as-tu vu mon texto sur la robe de Vanessa? Ils ont besoin d'une réponse aujourd'hui. De papa, ta mère t'a parlé de la robe. Vanessa a trouvé la bonne. 10 000 $, je sais que ça sonne comme beaucoup, mais c'est sa journée spéciale. Appelle-nous. De maman encore, la boutique ferme à 17 h aujourd'hui. Tu es la seule à avoir de l'argent à dépenser. Nous ne demanderions pas si ce n'était pas important. Je me suis assise à la table de la cuisine, un sentiment froid se répandant dans ma poitrine. De l'argent à dépenser? Après avoir payé des milliers de dollars en frais médicaux que mon assurance ne couvrait pas entièrement, après avoir pris un congé sans solde pour prendre soin de mon fils. Mon téléphone a sonné. C'était mon père. Caroline, a-t-il dit sans préambule quand j'ai répondu, as-tu reçu les messages de ta mère concernant la robe? Oui, ai-je dit prudemment. Je suis un peu surprise du moment. Qu'est-ce que le moment a à voir avec quoi que ce soit? Ta sœur va se marier. Tyler vient d'une famille riche, et ils s'attendent à un certain niveau de mariage. La robe est non négociable. Papa, Dylan vient de subir une opération. Je m'occupe de ça seul. J'ai des frais médicaux, et j'ai manqué du travail. 10 000 $ pour une robe, ce n'est pas quelque chose que je peux simplement sortir de nulle part. Il a ricané. Tu travailles dans la finance. Nous savons que tu gagnes bien ta vie. Ce n'est pas le moment d'être égoïste. Vanessa ne te demande jamais rien. J'ai failli m'étouffer face à ce mensonge flagrant. Papa, elle n'a jamais appelé une seule fois pour prendre des nouvelles de Dylan. Pas une seule fois pendant son séjour à l'hôpital. Tate elle-même dit qu'il avait subi une opération? Nous avons tous été occupés. Les parents de Tyler planifient une fête de fiançailles, et il y a eu beaucoup de choses à coordonner. Cette robe est une occasion limitée. Vanessa l'a essayée hier, et elle est parfaite. Elle mérite ça. La conversation s'est poursuivie sur ce ton pendant plusieurs minutes. Mon père a rejeté toutes les préoccupations que j'ai soulevées, insistant à plusieurs reprises sur l'obligation familiale et l'événement unique dans la vie de Vanessa. Après avoir raccroché, j'ai reçu un appel de ma mère, puis un autre texto, celui-ci avec des photos jointes de Vanessa dans ce que je supposais être la robe en question, une énorme robe de bal avec des perles complexes et une traîne de cathédrale. Elle ressemblait à quelque chose d'un film de Disney, impraticable et ostentatoire. Puis est venu le texto qui m'a brisé, merci d'avance, ma sœur. Tu es la meilleure. J'ai hâte que tu me vois descendre l'allée dans cette robe. La famille de Tyler est tellement impressionnée par elle. J'ai besoin de tes coordonnées bancaires pour les donner à la boutique pour la compte. Je t'aime. Pas un seul mot sur Dylan. Pas même une apparence de préoccupation pour son neveu qui venait de subir une opération d'urgence. Je me suis assise à ma table de cuisine en regardant le téléphone,
et quelque chose à l'intérieur de moi a changé. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était de la clarté. J'avais été utilisé par ma famille pendant des années, traité comme rien de plus qu'un guichet automatique pratique, et j'avais permis que cela se produise. Pire encore, j'avais appris à Dylan par l'exemple que c'était à quoi devraient ressembler les relations familiales, unilatérales, abusives et dépourvues de véritable attention. En tant que conseillère financière, j'avais conseillé à des clients au sujet des limites financières et même reconnu des signes d'abus financiers dans leurs relations. Pourtant, je n'avais pas réussi à appliquer les mêmes normes à ma propre situation familiale. J'avais permis leur comportement à maintes reprises, espérant toujours que la prochaine fois serait différente. En regardant ma situation financière objectivement, j'étais à l'aise, mais pas riche. J'avais une hypothèque sur une modeste maison de 3 chambres. J'avais mis en place un fonds d'études pour Dylan qui croissait régulièrement, mais qui aurait besoin de plusieurs années de contributions supplémentaires. J'avais un fonds d'urgence dans lequel cette opération avait déjà puisé. Et j'avais des économies de retraite qui étaient sur la bonne voie, mais certainement pas excessives. Les $10 000 qu'ils exigeaient signifieraient reporter les réparations nécessaires à ma maison, réduire les activités parascolaires de Dylan ou retirer de mes propres économies de retraite. Tout cela pour une robe qui serait portée une fois pour une sœur qui ne pouvait pas se donner la peine de rendre visite à son neveu à l'hôpital ou même de poser des questions significatives sur son rétablissement. Pendant que je traitais ces pensées, un dernier texto est arrivé de ma mère. « Nous savons que c'est une grosse demande, mais souviens-toi de tout ce que nous avons fait pour toi au fil des ans. La famille se soutient mutuellement. Ta sœur ferait la même chose pour toi. » C'est là que j'ai su exactement ce que je devais faire. Cet après-midi-là, pendant que Dylan faisait la sieste, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. En tant que conseillère financière, j'avais les compétences et les connaissances nécessaires pour gérer cette situation de manière stratégique plutôt qu'émotionnelle, bien que je ressentais certainement beaucoup d'émotions. Tout d'abord, j'ai examiné mes propres comptes et mes liens financiers avec ma famille. Il y a des années, lorsque mon père avait eu une brève alerte de santé, j'avais créé un compte d'urgence commun avec mes parents. J'avais initialement déposé $5 000 et ajouté de petites sommes au fil du temps, avec l'intention qu'ils soient là s'ils étaient un jour confrontés à une véritable crise. Le compte contenait maintenant un peu plus de $8 000. Par curiosité, j'ai vérifié l'historique des transactions. Ce que j'ai trouvé m'a stupéfié. Il y avait eu des douzaines de petits retraits au cours de la dernière année, $200 par-ci, $300 par-là, dont aucun n'avait été discuté avec moi. Le retrait le plus récent, la semaine dernière pendant que Dylan était à l'hôpital, avait été de $600 avec une note indiquant avance pour le magasinage de la robe de Vanessa. Ils avaient déjà utilisé ce fonds d'urgence pour les dépenses du mariage de Vanessa sans même me le dire. Mon sang n'a fait qu'un tour, mais je me suis forcé à penser clairement. Ce n'était pas le moment d'une réaction émotionnelle. C'était le moment d'établir des limites fermes. Pendant ma formation de conseillère financière, j'avais assisté à un séminaire sur les abus financiers et l'exploitation. L'instructeur avait souligné que les limites financières, une fois violées, devaient être rétablies de manière décisive et complète. Les demi-mesures ne faisaient qu'inviter à une exploitation accrue. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Robert, le directeur de ma succursale bancaire, qui était devenu une sorte de mentor pour moi au fil des ans. Caroline, m'a-t-il accueilli chaleureusement. Comment va Dylan? J'ai entendu parler de son appendice. Au moins, quelqu'un avait prêté attention à la crise de ma famille. Je l'ai brièvement mis au courant du rétablissement de Dylan, puis j'ai expliqué pourquoi j'appelais. J'ai besoin d'apporter des modifications à mes comptes, en particulier en ce qui concerne l'accès autorisé, et j'aimerais avoir vos conseils sur la meilleure façon de gérer cette situation. J'ai exposé les bases, le compte d'urgence commun, les retraits non autorisés et la demande actuelle de $10 000. Robert a écouté sans interrompre. Malheureusement, ce type d'enchevêtrement financier familial est plus courant que vous ne le pensez, a-t-il dit quand j'ai terminé. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons prendre des mesures immédiatement pour protéger vos actifs. Avec les conseils de Robert, j'ai passé l'heure suivante à créer un plan complet. Tout d'abord, je gèlerai le compte d'urgence commun afin qu'aucun autre retrait ne puisse être effectué sans mon autorisation en personne. Deuxièmement, je mettrai en place un nouveau fonds d'études distinct pour Dylan avec des protections à toute épreuve qui rendraient impossible pour quiconque, sauf lui, d'accéder à l'argent, et uniquement à des fins éducatives. Troisièmement, je documenterai l'historique des demandes financières et des contributions pour créer un registre clair du modèle de comportement. Quatrièmement,
j'enverrai une réponse symbolique pour clarifier ma position avant qu'il ne tente d'accéder à nouveau au fonds d'urgence. Êtes-vous sûr de cette dernière partie, a demandé Robert lorsque j'ai expliqué ce que je prévoyais de faire. Cela pourrait aggraver la situation. J'en suis sûr, ai-je dit fermement. Ça se prépare depuis des années. Si je ne fais pas une déclaration claire maintenant, rien ne changera. Après avoir terminé l'appel avec Robert, je me suis connecté à mon application bancaire. J'ai initié un transfert de $1 vers le compte de ma sœur avec une note indiquant « Achète un voile ». C'est tout ce que tu obtiens après avoir abandonné Dylan. Puis j'ai rempli la paperasse pour geler l'accès au compte d'urgence et j'ai modifié toutes les permissions. J'ai également transféré le solde restant vers un nouveau compte à mon nom uniquement, à l'exception de $100 que j'ai laissé derrière moi. J'ai mis en place la nouvelle fiducie éducative pour Dylan avec les contrôles les plus stricts disponibles. Personne, ni mes parents, ni Vanessa, ni même moi, ne pourrait retirer cet argent pour autre chose que des dépenses d'éducation. Il était maintenant complètement protégé. Pendant que je travaillais, je ressentais un étrange mélange d'émotions. Il y avait de la colère, certes, mais aussi un sentiment croissant de pouvoir. Pendant des années, j'avais accepté le rôle qui m'avait été attribué dans la famille, la responsable, la pourvoyeuse, le guichet automatique. Pour la première fois, je prenais le contrôle de mes propres limites financières et, par extension, de ma relation avec ma famille. Je savais qu'il y aurait des répercussions. Ma mère pleurerait et m'accuserait d'être égoïste. Mon père ferait des menaces voilées sur la loyauté familiale. Vanessa alternait entre des mots doux et des accusations virulentes. J'avais déjà vu ce schéma à chaque fois que je tentais de fixer des limites, même mineures. Mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, j'avais une protection concrète en place. Cette fois, je ne pensais pas seulement à moi, mais à l'exemple que je donnais à Dylan. Quel type de relation voulais-je qu'il accepte comme normal? Quel type de traitement voulais-je qu'il croie mériter? Alors que je finalisais les derniers détails, j'ai entendu Dylan m'appeler depuis sa chambre. J'ai fermé mon ordinateur portable, pris une profonde inspiration et suis allé voir mon fils. Quelle que soit la tempête qui s'annonçait, j'étais prête à l'affronter pour nous deux. Le lundi matin arriva avec la tempête annoncée. Je venais de déposer Dylan à l'école. Il avait insisté sur le fait qu'il se sentait assez bien pour y aller, bien que j'ai pris des dispositions avec son professeur pour limiter son activité, et je suis arrivé à mon bureau lorsque mon téléphone a explosé de notifications, 6 appels manqués de ma mère, 4 de mon père, 12 messages textes de Vanessa, 2 messages vocaux. Je me suis installé à mon bureau et me suis préparé mentalement avant d'écouter le premier message vocal. C'était ma mère, sa voix larmoyante et frénétique. Caroline Elisabeth, quelle est la signification de ce $1? Est-ce une sorte de blague? La boutique a besoin de la caution avant midi aujourd'hui, sinon Vanessa perd la robe. Appelle-moi immédiatement. Le deuxième message vocal était encore plus émouvant. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais c'est le bonheur futur de ta sœur qui est en jeu. Nous t'avons mieux élevé que ça. Ton père est furieux. Corrige cette erreur tout de suite. Les messages textes allaient de la confusion initiale de Vanessa, salut 6, il doit y avoir une erreur avec le transfert à des mots doux, s'il te plaît Caroline, tu sais combien cela compte pour moi à une hostilité pure et simple, tu as toujours été jalouse de moi. Si tu gâches ça pour moi, je ne te pardonnerai jamais. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais vers 10h30, mon assistante a frappé à ma porte. Caroline, ta mère est là. Elle semble très contrariée. Dois-je la faire entrer, ou lui dire que tu es en réunion? J'ai soupiré. Je m'y attendais, mais pas si vite. Fais-la entrer, s'il te plaît. Et Lorraine, pas d'interruption pendant les 20 prochaines minutes, quoi que tu puisses entendre. Mon assistante a acquiescé, son expression compatissante mais curieuse. Un instant plus tard, ma mère a fait irruption dans le bureau, le visage rouge de larmes et de colère. Elle n'a pas pris la peine de me saluer. Que as-tu fait au compte d'urgence? Ton père a essayé de retirer l'argent pour la caution de la robe de Vanessa, et le caissier a dit qu'il était gelé. Ensuite, nous avons découvert que tu l'avais vidé, sauf $100. Ce n'est pas seulement ton argent, Caroline. Je suis restée assise, gardant ma voix calme et professionnelle. Ce compte a été créé par moi pour de véritables urgences, pas pour des robes de mariée, pas pour les retraits réguliers que toi et papa avez effectués à mon insu ou sans mon consentement. Nous sommes tes parents.
Nous n'avons pas besoin de ton consentement pour utiliser l'argent de la famille. Ce n'est pas l'argent de la famille, maman. C'est mon argent que j'ai gagné et mis de côté au cas où toi ou papa auriez une crise de santé ou une autre véritable urgence. Au cours de l'année écoulée, vous avez retiré près de 4 000 $ en petite quantité sans jamais m'en parler. Elle a agité la main avec dédain. De petites dépenses, rien qui vaille la peine de t'embêter, mais cette robe est importante, Caroline. La boutique ne la retiendra pas après-midi. Vanessa est dévastée. Dylan a subi une opération d'urgence la semaine dernière, ai-je dit doucement. Aucun de vous n'a pris la peine de lui rendre visite ou de lui offrir un soutien significatif. Il m'a demandé si ses grands-parents étaient fâchés contre lui parce qu'ils ne sont pas venus à l'hôpital. Pendant un bref instant, j'ai vu une lueur de honte traverser le visage de ma mère, mais elle a été rapidement remplacée par l'indignation. Nous étions occupés, et les hôpitaux sont déprimants. Nous avons envoyé notre amour. Un message texte n'est pas un soutien. Maman, être là pour la famille pendant une crise, c'est ça le soutien. Une robe de mariée à 10 000 $ n'est pas une urgence. La voix de ma mère s'est élevée, et j'étais reconnaissante pour la porte solide de mon bureau. Tu as toujours été jalouse de Vanessa, tu as toujours essayé de faire en sorte que ces moments spéciaux soient à propos de toi. D'abord, tu refuses d'aider. Ensuite, tu envoies $1 comme une sorte de blague cruelle. Ce n'était pas une blague. C'était une déclaration. J'en ai assez d'être le distributeur automatique de la famille tout en ne recevant qu'une attention symbolique en retour. J'ai ma propre famille à laquelle penser. Dylan, ma priorité est son bien-être et son avenir, pas le fantasme de princesse d'un jour de Vanessa. La dispute a dégénéré à partir de là. La voix de ma mère est devenue plus forte jusqu'à ce que je sois certaine que tout le monde dans le bureau pouvait entendre malgré la porte fermée. Elle a évoqué tous les affronts perçus depuis l'enfance, m'a accusé d'ingratitude pour tous les sacrifices qu'ils avaient faits pour moi et a finalement eu recours à des menaces. Si tu ne règles pas ça tout de suite, tu peux considérer que tu ne fais plus partie de cette famille. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est figé à ces mots. C'est vraiment comme ça que tu mesures la famille, maman? Par des transactions financières? Parce que si retirer un soutien financier signifie que je ne suis pas de la famille, alors qu'est-ce que cela signifie qu'aucun de vous n'a fourni de soutien émotionnel lorsque Dylan a été opéré? N'agissiez-vous déjà pas comme une famille à ce moment-là? Elle n'avait pas de réponse à cela. Au lieu de cela, elle a attrapé son sac à main et s'est levée. Ce n'est pas fini. Ton père va t'appeler. Tu as jusqu'à midi pour arranger ça. Alors qu'elle se précipitait vers la porte, elle s'est retournée avec une dernière pique. Et ne prends plus la peine de venir au dîner du dimanche si c'est comme ça que tu traites la famille. Après son départ, je me suis assise à mon bureau, tremblant légèrement, mais me sentant étrangement calme. Je m'attendais à de la colère, mais la réalité de l'affronter était quand même choquante. Mon assistante a passé la tête quelques minutes plus tard. Tout va bien? Je pense que tout l'étage a entendu des bribes de ça. Je lui ai adressé un faible sourire. Drames familiaux. Rien d'inquiétant. Mais à l'heure du déjeuner, les choses avaient encore empiré. Mon père a appelé 4 fois de plus. Je les ai tous envoyés sur la messagerie vocale. Les textos de Vanessa sont devenus de plus en plus frénétiques, puis insultants. J'ai mis la conversation en sourdine. À 13h15, j'ai reçu un appel inattendu de Robert de la banque. Caroline, je voulais te prévenir. Tes parents viennent de quitter mon bureau. Ils essayaient d'annuler le gel du compte joint, affirmant qu'il s'agissait d'une situation d'urgence et que tu avais des problèmes de santé mentale qui t'empêchaient de prendre des décisions rationnelles. J'ai halté. Ils ont fait quoi? Ils ont également tenté de déposer une plainte pour fraude, affirmant que tu avais illégalement transféré des fonds hors d'un compte joint. J'ai expliqué qu'en tant que titulaire principal du compte qui a créé et principalement alimenté le compte, tu étais dans ton droit d'apporter ces modifications. J'apprécie ton appel, Robert. Je suis désolé que tu aies été entraîné là-dedans. Pas besoin de s'excuser. Je voulais que tu saches qu'ils pourraient essayer d'autres voies. Ils ont mentionné la possibilité de contacter la direction de ton entreprise pour discuter de ton comportement préoccupant. J'ai pensé que tu devrais être préparé. Après avoir remercié Robert une fois de plus, je suis immédiatement allé au bureau de mon supérieur pour expliquer la situation avant que mes parents ne puissent t'appeler avec de fausses affirmations sur ma stabilité mentale. Nancy, ma supérieure depuis 5 ans, a écouté avec une inquiétude croissante.
Je n'avais aucune idée que tu étais confrontée à ce genre de pression familiale, Caroline, a-t-elle dit quand j'ai fini. S'ils appellent, je m'en occuperai de manière appropriée. Et si tu as besoin de temps libre pour faire face à cette situation, fais-le-moi savoir. À la fin de la journée de travail, j'avais reçu un avis indiquant que mes parents avaient tenté d'effectuer 3 retraits distincts du compte d'urgence maintenant gelé, chacun refusé par le système que j'avais mis en place. Lorsque j'ai récupéré Dylan à son programme périscolaire, j'étais épuisé par la guerre émotionnelle, mais résolu dans ma décision. Quelque chose allait devoir céder, et pour une fois, ce ne serait pas moi. Le mardi soir, mon téléphone a sonné avec le numéro de mon père. J'avais ignoré leurs appels toute la journée, mais quelque chose m'a dit de répondre à celui-ci. Caroline, la voix de mon père était tendue de colère contenue, nous devons avoir une réunion de famille ce soir, à 19 h, chez nous. Je ne peux pas ce soir, papa. Dylan est toujours en convalescence, et je ne veux pas le laisser avec une babysitter sitôt après son opération. Alors amène-le. Il faut que ça soit résolu immédiatement. Est-ce à propos de la robe de Vanessa? Parce que ma réponse n'a pas changé. Il s'agit de bien plus que de la robe maintenant. Vous avez fait de graves accusations et pris des mesures qui affectent toute cette famille. 19 h. Il a raccroché sans attendre ma réponse. Je me tenais dans ma cuisine à considérer mes options. Je pouvais refuser d'y aller, mais cela ne ferait qu'aggraver davantage la situation. Si cette confrontation était inévitable, peut-être valait-il mieux l'affronter directement et selon mes conditions. J'ai appelé ma voisine, Mademoiselle Jenkins, une enseignante à la retraite qui était devenue une amie et une babysitter occasionnelle pour Dylan. Elle a facilement accepté de le garder pendant quelques heures, comprenant d'après mon ton que c'était important. Prends tout le temps dont tu as besoin, m'a-t-elle assuré. Dylan et moi allons faire des biscuits et regarder le documentaire spatial dont il n'arrête pas de parler. Avant de partir, j'ai rassemblé des documents, j'avais préparé un tableur détaillant chaque contribution financière que j'avais apportée à ma famille au cours des 10 dernières années, totalisant plus de 50 000 $, des relevés bancaires montrant les retraits non autorisés du compte d'urgence, et des copies des messages textes montrant le modèle de contact uniquement lorsque de l'argent était nécessaire. Armé de preuves et de détermination, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, la même maison à palier où j'avais grandi. En me garantissant dans l'allée, j'ai remarqué la voiture de Vanessa déjà là, ainsi qu'un VUS de luxe inconnu que j'ai deviné appartenait à son fiancé, Tyler. Ma mère a ouvert la porte sans me saluer, se contentant de se retourner et de marcher vers le salon où les autres attendaient. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable, sa position d'autorité lors des discussions familiales depuis mon enfance. Vanessa et un grand homme bien habillé que j'ai supposé être Tyler étaient assis sur le canapé. Tout le monde a levé les yeux lorsque je suis entré, leurs expressions allant de la colère à l'inconfort. « Assieds-toi » m'a ordonné mon père, pointant du doigt une chaise de salle à manger qui avait été placée en face de tous les autres. Le siège éjectable. Je suis resté debout. Avant de commencer, je veux être clair sur quelque chose. Je suis ici pour discuter du modèle d'exploitation financière et émotionnelle qui a caractérisé nos relations familiales pendant des années. Je ne suis pas ici pour être culpabilisé, manipulé ou intimidé afin de fournir de l'argent pour le mariage de Vanessa. Exploité? Vanessa s'est levée, le visage rouge. Tu es sérieuse là? Juste parce que j'ai demandé de l'aide pour ma robe de mariée? Il ne s'agit pas seulement de la robe, Vanessa. Il s'agit d'années de soutien unilatéral, du fait qu'aucun de vous n'est venu quand Dylan a été opéré, et des retraits non autorisés du compte d'urgence que j'ai créé. Quel retrait non autorisé? Tyler a parlé pour la première fois, l'air confus. Quel compte d'urgence? J'ai réalisé à ce moment-là que le fiancé de Vanessa n'avait probablement aucune idée de la dynamique financière de la famille. Cela a été confirmé lorsque ma mère a rapidement interrompu. Ce n'est pas pertinent pour la discussion actuelle. Tyler, nous sommes ici pour parler du refus de Caroline d'aider aux dépenses de mariage. Je me suis adressé directement à Tyler. J'ai créé un fonds d'urgence pour mes parents il y a des années. À mon insu, ils ont effectué des retraits réguliers, y compris des fonds pour les préparatifs du mariage de Vanessa. Lorsque j'ai découvert cela et gelé le compte, ils ont essayé de prétendre que j'étais mentalement instable auprès du directeur de la banque. Les sourcils de Tyler se sont levés, et il s'est tourné vers Vanessa. Est-ce vrai? Tu m'as dit que ta sœur refusait de contribuer à notre mariage, pas que tes parents utilisaient déjà son argent sans permission. Vanessa avait l'air piégée.
Ce n'est pas comme ça. Maman et papa ont dit que le compte était pour les besoins de la famille, et le mariage est un besoin familial. 10 000 $ pour une robe n'est pas un besoin, ai-je dit fermement. Et en parlant de la robe, Tyler, savais-tu que c'était le montant demandé? L'expression de Tyler s'est assombrie. 10 000? Vanessa m'a dit que le budget de la robe était de 2 000 $, ce que je trouvais déjà excessif. La pièce est tombée dans le silence. Ma mère m'a lancé un regard noir pour avoir révélé cette information, tandis que Vanessa s'est soudainement intéressée à sa manucure. J'ai sorti le dossier de documents que j'avais apporté. Je pense qu'il est temps de mettre toutes les cartes sur la table. Voici un enregistrement de chaque contribution financière que j'ai apportée à cette famille au cours des 10 dernières années. J'ai remis des copies à chaque personne dans la pièce et j'ai continué à parler pendant qu'ils regardaient le tableur. 53 820 $. Cela comprend l'aide au refinancement de cette maison, le remboursement de la dette de carte de crédit de Vanessa à 2 reprises, la couverture des frais médicaux de papa quand il a eu une pneumonie, et des dizaines de petits prêts qui n'ont jamais été remboursés. Ce qu'il n'inclut pas, c'est un enregistrement du soutien émotionnel allant dans l'autre sens. La pièce est restée silencieuse pendant qu'ils assimilaient l'information. Tyler avait l'air de plus en plus mal à l'aise, lançant des regards à Vanessa et à mes parents. La semaine dernière, mon fils de 7 ans a subi une opération d'urgence. J'ai appelé chacun d'entre vous en demandant du soutien. Pas de l'argent, juste votre présence. Aucun de vous n'est venu. Pas une seule fois pendant son séjour de 3 jours à l'hôpital. Dylan m'a demandé si ses grands-parents étaient fâchés contre lui parce qu'ils ne lui ont pas rendu visite. Ma mère a eu la grâce d'avoir l'air honteuse, mais mon père a maintenu sa posture défensive. Nous avons expliqué pourquoi nous ne pouvions pas venir. Tu en fais quelque chose que ce n'est pas. Ah bon? Parce que 3 jours après que vous n'ayez pas daigné rendre visite à votre petit-fils à l'hôpital, vous avez exigé 10 000 $ pour une robe de mariée. Comment dois-je interpréter ces priorités exactement? Je me suis tourné vers Tyler de nouveau. Saviez-vous pour l'opération de Dylan? Il a secoué la tête lentement. Non, je n'en avais aucune idée. Vanessa m'a lancé un regard venimeux. Arrête d'essayer de faire en sorte que Tyler pense du mal de nous. Ce n'est que ta jalousie qui parle. Tu as toujours envié le fait que maman et papa m'aiment plus. La pièce est devenue mortellement silencieuse à son éclat de voix. La vérité qui avait toujours été comprise mais jamais exprimée à voix haute planait dans l'air entre nous. Mon père s'est raclé la gorge inconfortablement. Vanessa, ce n'est pas vrai. Nous aimons nos 2 filles de la même manière, mais le mal était fait. Tyler regardait maintenant sa fiancée avec de nouveaux yeux, et ma mère ne pouvait pas croiser mon regard. J'ai pris une profonde inspiration et prononcé le discours que je préparais depuis dimanche. La famille, c'est être là les uns pour les autres. C'est célébrer les succès et apporter un soutien pendant les crises. Cela signifie que les soins vont dans les 2 sens, pas seulement dans un seul sens. Pendant des années, j'ai été celle qui était censée donner financièrement, émotionnellement, pratiquement tout en recevant une reconnaissance symbolique en retour. Cela prend fin aujourd'hui. Je ne coupe pas les ponts avec cette famille. Je ne dis pas que je n'aiderai jamais en cas de véritable urgence, mais j'établis des limites fermes. Plus de soutien financier sans relation véritable. Plus de dons unilatéraux. Plus de me traiter comme un distributeur automatique pratique tout en ignorant mon fils. J'ai regardé chacun d'eux dans les yeux avant de continuer. L'argent que j'ai économisé est pour l'avenir de Dylan et notre sécurité. Il n'est pas disponible pour les robes de mariée de créateurs ou toute autre dépense non essentielle. Le compte d'urgence restera gelé jusqu'à ce que nous ayons rétabli la confiance, ce qui prendra du temps et des efforts de toutes parts. Si vous voulez une relation avec moi et avec Dylan, vous êtes les bienvenus, mais elle doit être basée sur des soins et un respect mutuel, et non sur des transactions financières. Le choix vous appartient. Je me suis levé, rassemblant mon sac à main et le dossier de documents. Personne n'a parlé alors que je marchais vers la porte. Juste au moment où j'ai atteint la porte, la voix de Tyler m'a arrêté. Caroline, je tiens à m'excuser. Je n'avais aucune idée de tout cela, surtout de l'opération de votre fils. Pour ce que ça vaut, je pense que vous avez tout à fait raison sur les priorités familiales. J'ai fait un signe de tête pour le remercier, remarquant l'expression choquée de Vanessa, et je suis parti sans dire un mot de plus. En rentrant chez moi, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années,
comme si un fardeau que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il était là avait finalement été enlevé de mes épaules. 2 mois se sont écoulés depuis cette confrontation dans le salon de mes parents, et beaucoup de choses ont changé. Dylan s'est complètement remis de son opération, il est de retour à son énergie habituelle, fait du vélo et construit des structures Lego élaborées sur le sol de sa chambre. La guérison physique a été simple. Le paysage émotionnel a été plus compliqué. Pendant les 3 premières semaines après la confrontation, il y a eu un silence complet de la part de ma famille. Pas d'appels, pas de SMS, même pas les interactions habituelles sur les médias sociaux. J'ai utilisé ce temps pour me concentrer sur Dylan et moi-même, en établissant de nouvelles routines et priorités, sans l'anxiété constante de fond d'anticiper la prochaine demande financière. J'ai commencé à consulter une thérapeute, le Dr Morgan, qui est spécialisée dans la dynamique familiale et la fixation de limites. Nos séances hebdomadaires m'ont aidé à reconnaître des schémas que j'avais normalisés pendant si longtemps, les techniques de manipulation subtile, la rétention émotionnelle, les obligations implicites qui n'ont jamais été réciproques. Ce que vous décrivez est un système familial classique avec des rôles rigides, a expliqué le Dr Morgan lors d'une des premières séances. Vous avez été assigné au rôle de fournisseur et de réparateur, tandis que votre sœur a reçu le rôle d'être prise en charge. Sortir de ces rôles menace l'ensemble du système, c'est pourquoi les réactions ont été si fortes. Avec ces conseils, je travaille à maintenir mes limites tout en traitant le deuil de la perte de la relation familiale que j'avais toujours espéré mais que je n'ai jamais vraiment eue. Cela n'a pas été facile, mais cela a été nécessaire. La liberté financière a été d'une libération inattendue. Sans la ponction constante des urgences familiales, j'ai pu planifier des vacances d'été pour Dylan et moi. Nos premières vraies vacances qui ne se limitaient pas à rendre visite à des parents. Nous allons passer une semaine dans un complexe balnéaire avec des piscines et des activités pour enfants. Dylan en parle constamment, son enthousiasme me rappelant chaque jour que j'ai pris la bonne décision. J'ai également commencé le projet de rénovation de la maison que je remettais à plus tard depuis des années. Rien d'extravagant, juste la modernisation des armoires de cuisine usées et le remplacement de la moquette tachée du salon par du parquet, créant ainsi une maison qui nous ressemble vraiment, et pas seulement un endroit que nous habitons entre le travail et l'école. La première fissure dans le silence familial est apparue 6 semaines après notre confrontation. Une lettre est arrivée, pas un courriel ou un SMS, mais une véritable lettre manuscrite de Vanessa. Je me suis assise sur mon porche arrière avec une tasse de thé, me préparant mentalement avant de l'ouvrir. « Chère Caroline », commençait-elle. Tyler et moi avons reporté notre mariage. Après notre réunion de famille, il a eu beaucoup de questions sur notre situation financière et nos attentes. Nous avons eu de longues discussions sur les priorités et les valeurs qui n'ont pas toujours été confortables. Elle a ensuite reconnu, quoique de manière quelque peu réticente, qu'elle avait été inconsciente de l'opération et des problèmes de santé de Dylan. Je réalise que je n'ai pas été le genre de tante que j'aurais dû être, a-t-elle écrit. Je ne peux pas changer le passé, mais j'essaie de penser davantage à la façon dont mes choix affectent les autres. Ce n'était pas exactement des excuses profondes, mais venant de Vanessa, c'était important. Elle a terminé en disant qu'elle ne demandait rien, mais qu'elle ouvrait une porte pour éventuellement reconstruire une sorte de relation dans le futur. J'ai répondu par une brève note polie, la remerciant pour la lettre et exprimant l'espoir que ces conversations avec Tyler mèneraient à une base plus solide pour leur mariage. Je ne me suis pas précipité pour pardonner ou prétendre que tout était réglé, mais j'ai laissé la porte entr'ouverte. Une semaine après cet échange, une carte d'anniversaire est arrivée pour Dylan de la part de mes parents. À l'intérieur se trouvait un chèque cadeau pour un magasin de jouets local et une note disant qu'ils aimeraient l'emmener manger une glace un jour si cela me convenait. Pas de demande, pas de voyage de culpabilisation, juste une petite branche d'olivier. Je l'ai montré à Dylan, qui était enthousiasmé par le chèque cadeau et l'offre de glace. « Puis-je voir mamie et papy » a-t-il demandé, les yeux remplis d'espoir. « Nous verrons » lui ai-je dit. « Peut-être que nous pourrons les rencontrer pour une glace le week-end prochain, juste pour un petit moment. » J'avance prudemment avec ces tentatives de reconnexion. Le Dr Morgan m'a aidé à élaborer un cadre pour des interactions limitées et contrôlées qui me permettent de tester si un réel changement est possible sans m'exposer, ni Dylan, à d'autres dommages. Entre-temps, je construis un autre type de système de soutien. Mes amis du travail sont devenus plus comme de vrais amis depuis que j'ai partagé une partie de ce que je vivais. 2 collègues et moi avons maintenant un dîner mensuel régulier où nous nous relayons pour garder les enfants des autres. Mademoiselle Jenkins, de la porte d'Axe en Grave Côté, est devenue une sorte de grand-mère de substitution pour Dylan.
Elle l'emmène jardiner dans son jardin et lui apprend à faire de la pâtisserie. Il est revenu fièrement à la maison la semaine dernière avec des biscuits aux pépites de chocolat qu'ils avaient fait ensemble, en gardant le plus gros pour moi. Dylan lui-même a fait preuve d'une résilience remarquable à travers tout cela. Les enfants sont perspicaces. Il savait que quelque chose n'allait pas dans la dynamique de notre famille bien avant que je ne l'aborde explicitement. Récemment, alors que je le bordais, il a posé une question qui m'a prise au dépourvu. « Maman, est-ce que c'est normal de ne pas donner quelque chose à quelqu'un même s'il le veut vraiment ?» Je me suis assise sur le bord de son lit, réfléchissant à la façon de répondre. « Oui, mon chéri. C'est normal de dire non, même aux personnes que tu aimes, si ce qu'elles te demandent n'est pas juste pour toi de le donner. Pourquoi tu demandes ? Joey à l'école voulait que je lui donne ma nouvelle figurine, et il a dit, les meilleurs amis partagent toujours tout, mais je ne voulais pas la lui donner parce qu'elle était spéciale pour moi. Est-ce que c'était normal ? Je l'ai serré fort contre moi. C'était absolument normal. La vraie amitié ne consiste pas à se prendre des choses les uns aux autres. Il s'agit de se respecter et de se soucier des sentiments de l'autre. Il a acquiescé sérieusement. C'est ce que je pensais. J'ai dit à Joey que nous pouvions jouer avec ensemble à la récréation, mais que ça resterait mon jouet. Il s'est fâché au début, mais ensuite ça a été. À ce moment-là, j'ai réalisé que mon fils était déjà en train d'apprendre la leçon qu'il m'avait fallu 34 ans pour saisir, les relations saines nécessitent des limites, et l'amour sans respect n'est pas vraiment de l'amour. Le chemin à parcourir ne sera pas facile. Les schémas familiaux ne changent pas du jour au lendemain, et il pourrait y avoir d'autres confrontations et conversations difficiles à venir. Mais pour la première fois dans ma vie d'adulte, je me sens libre de définir ma propre valeur en dehors de mon utilité pour les autres. Je construis une vie basée sur une connexion authentique plutôt que sur une obligation et je montre à Dylan ce que sont réellement des relations saines. L'argent que j'aurais pu envoyer pour la robe de mariée de Vanessa se trouve maintenant dans le fonds d'études de Dylan. L'énergie émotionnelle que je dépensais autrefois à gérer les crises de ma famille est maintenant investie dans la construction d'une vie joyeuse avec mon fils et dans l'entretien d'amitié qui vont dans les deux sens. Parfois, l'acte d'amour le plus profond n'est pas de donner aux gens ce qu'ils demandent, mais de leur montrer où les limites doivent se situer. L'argent ne peut pas acheter la loyauté familiale, mais protéger votre paix n'a pas de prix. J'aimerais connaître votre avis sur cette situation. Avez-vous déjà eu à fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille qui profitaient de vous ? Comment avez-vous géré cela ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour entendre plus d'histoires sur la façon de trouver de la force dans des situations familiales difficiles. Partagez cela avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est normal de donner la priorité à son propre bien-être. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et rappelez-vous, vous méritez des relations qui ajoutent à votre vie, et non qui la drainent.